La crise entre les États-Unis et le Venezuela se poursuit. Donald Trump a affirmé ce mercredi qu'il envisageait de mener des frappes terrestres contre le pays. Nicolás Maduro, le président du Venezuela, dénonce de son côté une volonté américaine d'imposer un changement de régime. Mais alors que se passe-t-il et jusqu'où cette escalade pourrait mener? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Alors avant de parler des dernières informations, revenons rapidement sur les tensions entre les États-Unis et le Venezuela. On en a déjà pas mal parlé dans ce format. Pour le contexte, le Venezuela, c'est un pays de plus de 28 millions d'habitants qui se situe tout au nord de l'Amérique du Sud et ça fait un moment maintenant que le Venezuela est dans le viseur des États-Unis. Bon, déjà, Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, avait vivement contesté la réélection de Nicolás Maduro qui a eu lieu en juillet 2024, donc avant que Donald Trump ne soit de retour à la Maison-Blanche en janvier 2025. La réélection de Maduro, soutenue par la Russie ou encore la Chine, est notamment critiquée par plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, mais aussi par les États-Unis donc et l'Union européenne qui ne reconnaissent pas la légitimité démocratique de Nicolás Maduro. Mais aujourd'hui, le président vénézuélien est aussi accusé par la justice américaine de trafic de drogue et de corruption. Selon elle, il serait derrière un cartel qui aurait envoyé des centaines de tonnes de drogue aux États-Unis. La justice américaine l'accuse notamment d'avoir directement collaboré avec des gangs criminels vénézuéliens. Les tensions sont encore plus montées le 9 août dernier lorsque les États-Unis ont promis une prime record de 50 millions de dollars pour toute information conduisant à l'interpellation de Nicolás Maduro. De son côté, Nicolás Maduro, qui rejette totalement les accusations des États-Unis concernant le trafic de drogue, a qualifié cette prime de pathétique et de grossière opération de propagande politique, mais on va revenir en détail sur ses réactions dans quelques instants. L'escalade est encore montée d'un cran en septembre, date depuis laquelle les États-Unis organisent assez fréquemment des frappes militaires contre des bateaux au large du Venezuela, accusés d'être des embarcations de narcotrafiquants. Mais ces frappes, qui ont causé au total la mort de plus d'une vingtaine de personnes, sont considérées par de nombreux juristes et des ONG comme des exécutions extrajudiciaires qui sont donc illégales. Selon les experts, la seule raison pour laquelle les États-Unis auraient le droit de tuer ces personnes serait en cas de légitime défense, mais il n'y a pour l'instant aucune preuve qui démontre que les embarcations frappées menaient une attaque armée contre les États-Unis. À noter également que le trafic de drogue n'est pas passible de la peine de mort en droit américain. Les États-Unis devraient donc légalement chercher à arrêter ces narcotrafiquants et non les tuer. Depuis septembre, le gouvernement américain a également décidé d'envoyer plusieurs navires de guerre au large du Venezuela pour faire pression sur le pays et sur les cartels. Les cartels, ce sont donc justement ces organisations mafieuses qui ont pour objectif de promouvoir et de contrôler les opérations de trafic de drogue. Ces intimidations américaines, elles sont considérées par le président vénézuélien Nicolás Maduro comme des agressions à caractère militaire et selon lui, le Venezuela est habilité par les lois internationales à y répondre. Et en réponse justement, Nicolás Maduro mène depuis de nombreuses manœuvres militaires aux frontières de son pays et appelle sa population à s'enrôler dans des milices pour, je cite, défendre la patrie. Et si on reparle de tout ça aujourd'hui, c'est parce que ce mercredi, le média américain The New York Times a publié un article affirmant avoir des informations concernant le fait que Donald Trump aurait secrètement autorisé la CIA, donc l'agence de renseignement américaine, à mener une action clandestine au Venezuela contre Nicolás Maduro. Quelques heures après la publication de l'article, le président américain a finalement affirmé l'information en précisant également que les États-Unis n'excluaient pas le fait de réaliser des frappes terrestres directement sur le sol vénézuélien. Ceci dit, Donald Trump est resté globalement assez flou sur le sujet. Il a seulement affirmé avoir donné son autorisation pour deux raisons. Premièrement, il accuse le Venezuela d'avoir vidé ses prisons vers les États-Unis, une affirmation qui fait référence aux expulsions de centaines de migrants vénézuéliens accusés sans preuve solide d'appartenir à des gangs criminels, des expulsions qui sont d'ailleurs très critiquées par les défenseurs des droits humains. Ce n'est pas une généralité, mais plusieurs ONG et avocats spécialisés en immigration ont signalé des abus ponctuels liés à l'interprétation de la loi. Certains juges ont par exemple déjà appliqué des procédures d'expulsion accélérées, normalement réservées aux personnes entrées illégalement sur le territoire, à des immigrés pourtant protégés par des programmes gouvernementaux. Les recours existent, mais ils sont souvent longs et complexes, ce qui rend difficile la révision rapide de ces décisions. Le 19 mai, la Cour suprême américaine, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, avait aussi autorisé le gouvernement à suspendre temporairement le statut de protection spéciale, qui permettait notamment à des immigrés vénézuéliens de vivre et de travailler légalement aux États-Unis sans être expulsés. Cette suspension ouvre la voie à l'expulsion d'environ 350 000 Vénézuéliens. Ça, c'est donc pour l'accusation concernant les prisons. Et deuxièmement, comme je vous le disais, Donald Trump affirme que beaucoup de drogues qui arrivent aux États-Unis proviennent du Venezuela sans que les autorités américaines n'aient pour le moment fourni de preuves concrètes pour appuyer ces accusations. En tout cas, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il avait donné à la CIA l'autorisation de neutraliser Nicolás Maduro, le président américain a déclaré qu'il serait pour sa part, je cite, ridicule d'y répondre. Ici, on peut imaginer que la CIA fasse en sorte de récupérer des informations sur les narcotrafiquants au Venezuela
Venezuela pour à court terme peut-être neutraliser ces réseaux avec des frappes ciblées, mais attention, tout ça n'est pour le moment que supposition. Mais alors, comment Nicolás Maduro a réagi à ces nouvelles annonces? Eh bien, dans les heures qui ont suivi les déclarations de Donald Trump, Nicolás Maduro s'est notamment plusieurs fois exprimé à la télé ou sur la messagerie chiffrée Telegram en disant, je cite, « non au coup d'État orchestré par la CIA », en rappelant notamment, selon lui, les échecs de telles missions qui ont mené, je cite, à des guerres éternelles ratées, comme en Afghanistan, en Iran ou encore en Irak. Il cite également les coups d'État soutenus par la CIA en Amérique latine pendant la guerre froide, comme en Argentine ou au Chili. Et même s'il n'a pas directement fait mention au président américain dans son discours à la télévision, il a notamment déclaré en anglais et non en espagnol pour s'adresser directement aux Américains, je cite, « écoutez-moi, pas la guerre, oui, la paix, le peuple des États-Unis, s'il vous plaît ». Nicolás Maduro a quand même tenu à affirmer relancer de nouveaux exercices militaires dans le pays pour, je cite, « gagner la paix en défendant les montagnes, les côtes, les écoles, les hôpitaux, les usines et les marchés du pays ». Le gouvernement vénézuélien accuse également les États-Unis de se servir du trafic de drogue comme étant un prétexte pour imposer un changement de régime et s'emparer des importantes réserves de pétrole du pays qui sont parmi les plus importantes du monde. Les États-Unis n'ont pas réagi à cette accusation. On continuera de suivre les tensions. En attendant, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Les 2 motions de censure déposées par la France Insoumise et le Rassemblement National contre le gouvernement de Sébastien Lecornu ont été rejetées ce jeudi par l'Assemblée nationale. Son gouvernement n'a donc pas été renversé. Alors la motion déposée par LFI, qui avait le plus de chances d'être adoptée, a été rejetée à 18 voix près. La France Insoumise, le Parti communiste français, le RN et l'Union des droites pour la République avaient appelé à voter pour la censure. Par ailleurs, 7 députés socialistes, un député les Républicains et un député Lyotte ont voté pour la censure malgré la consigne contraire de leur groupe. C'est donc grâce à la non-censure des députés socialistes, obtenue grâce à la suspension de la réforme des retraites, que le gouvernement reste en place. La motion déposée par le RN, qui a été examinée quelques minutes après, a elle aussi été rejetée, les députés de gauche ayant refusé de la soutenir. En tout cas, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a annoncé que son parti déposerait à nouveau une motion de destitution du président de la République pour pousser Emmanuel Macron à démissionner. À noter que quelques heures avant les votes, la secrétaire générale du syndicat CGT, Sophie Binet, avait appelé à se mobiliser contre le projet de budget pour 2026 de Sébastien Lecornu. Elle a indiqué que le mouvement commencera dès le 6 novembre prochain avec une journée d'action des retraités. Deuxième info, à Gaza, le Hamas profite du retrait partiel de l'armée israélienne prévu par la première phase de l'accord de paix pour mener une campagne de répression contre des clans rivaux. De retour dans la partie nord du territoire, le Hamas a déclenché une campagne contre des clans et groupes armés qui s'opposent à son autorité. Selon le Hamas, certains de ces groupes rivaux seraient soutenus par Israël et ils sont donc considérés comme des traîtres par le groupe islamique. Israël fournit en effet des armes à certains clans locaux pour affaiblir le Hamas depuis plusieurs mois. En juin, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait reconnu que son gouvernement soutenait ces groupes en expliquant que toute opposition au Hamas allait dans l'intérêt d'Israël et permettait d'éviter des pertes parmi les soldats. Selon la BBC, environ 7000 membres du Hamas ont été mobilisés et des gouverneurs ont été nommés pour, je cite, nettoyer Gaza des hors-la-loi et des collaborateurs d'Israël. Sur les réseaux sociaux, des images de ces règlements de compte et notamment une vidéo d'une scène d'exécution en pleine rue de collaborateurs selon le Hamas ont été relayées. Alors face à la situation, Donald Trump a menacé ce mardi de désarmer le Hamas par la force. Ce désarmement est prévu dans le plan de paix pour Gaza dont le Hamas a signé la première phase. De son côté, le ministère français des Affaires étrangères a déclaré, je cite, condamner fermement les exécutions sommaires perpétrées ces derniers jours à Gaza par le Hamas. Parallèlement à ça, 2 nouveaux corps d'otages israéliens ont été restitués mercredi soir, portant à 19 le nombre de dépouilles toujours détenues à Gaza. Le Hamas assure avoir livré toutes les dépouilles auxquelles il a eu accès. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa détermination à obtenir le retour de tous les otages, menaçant de reprendre les combats. Troisième info, le président syrien par intérim Ahmed al-Shara a demandé au président russe Vladimir Poutine de livrer Bachar al-Assad, l'ex-président de la Syrie, qui a été renversé en décembre et qui vit désormais en exil en Russie. Alors pour vous redonner un peu de contexte, Ahmed al-Shara est arrivé au pouvoir après avoir renversé le régime d'Assad grâce à la coalition islamiste HTC. Après la chute de son régime, qui a été marqué par 13 ans de guerre civile et une répression sanglante, Bachar al-Assad a été accueilli par la Russie avec sa famille. Et ce mercredi donc, le président syrien par intérim a profité de sa visite en Russie pour demander, je cite, de remettre tous ceux qui ont commis des crimes de guerre et se trouvent en Russie, et en premier lieu Bachar al-Assad, selon un responsable syrien. En plus du dictateur, 1 millier de proches du régime auraient fui en Russie, d'après le journal russe Novaya Gazeta.
les États Europe. Fin septembre, la Syrie avait aussi émis un mandat d'arrêt contre Bachar al-Assad pour meurtre prémédité et torture. En parallèle, Ahmad al-Shara a affirmé vouloir redéfinir les relations russo-syriennes. La Russie était l'un des principaux alliés du régime de Bachar al-Assad avant sa chute. Quatrième actu, le Pakistan et l'Afghanistan ont approuvé un cessez-le-feu de 48 heures après plusieurs jours d'affrontements à la frontière. Cette trêve est entrée en vigueur à 14h heure de Paris ce mercredi et devrait donc durer jusqu'à demain. Selon le pouvoir pakistanais, les deux voisins vont chercher, je cite, une solution positive à un problème complexe mais résoluble par un dialogue constructif. De leur côté, les talibans, un groupe islamiste armé au pouvoir en Afghanistan depuis 2021, ont confirmé avoir donné l'ordre à leurs troupes de respecter la trêve, sauf si elle est violée. Les affrontements et les frappes entre les deux pays cette semaine ont fait plusieurs dizaines de morts, dont des civils. Alors on en parlait en début de semaine, mais les relations entre les deux pays sont tendues depuis 2021 et le départ de l'armée américaine de l'Afghanistan qui était présente depuis 2001. En fait, le Pakistan accuse l'Afghanistan d'abriter des talibans pakistanais d'un groupe nommé TTP qui veut renverser le gouvernement pakistanais, le jugeant trop proche de l'Occident. Cette accusation est démentie par les talibans au pouvoir. Cinquième info, les taux de CO2 dans l'atmosphère n'ont jamais autant augmenté qu'en 2024, a averti l'Organisation météorologique des Nations Unies ce mercredi. Il s'agit de la plus forte hausse depuis le début des mesures modernes en 1957 selon l'ONU. Selon l'Organisation météorologique mondiale, cette augmentation s'explique par les émissions humaines liées aux combustibles fossiles, donc le charbon, le gaz et le pétrole, les feux de forêt massifs, notamment en Amazonie, et l'affaiblissement des puits de carbone naturels comme les océans et les forêts. Cette situation crée un cercle vicieux. Plus les températures augmentent, plus ces puits perdent leur capacité à absorber le CO2, ce qui accélère encore le réchauffement. D'autres gaz à effet de serre, comme le méthane et le protoxyde d'azote, ont eux aussi atteint des niveaux records. À noter qu'en plus de ça, l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le précédent record de 2023. En tout cas, ce rapport sort quelques semaines avant le sommet de la COP30 qui aura lieu du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil. Les COP sont censés penser les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment. À noter qu'un rapport publié en juin par plus de 60 scientifiques affirmait déjà que le monde était en train de produire assez de gaz à effet de serre pour que le réchauffement climatique dépasse d'ici 3 ans la limite internationale de plus 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel fixé par l'accord de Paris. Sixième info, en France, dès le 20 octobre, les victimes pourront être prévenues quand leur agresseur sortira de prison, a annoncé le ministre de la Justice Gérald Darmanin lors d'un entretien diffusé ce mardi sur la chaîne LCI. Selon lui, il faut placer les victimes au centre du système judiciaire. Le ministère de la Justice demandera donc à ce que toute victime puisse être, je cite, reçue à sa demande par les instances judiciaires ou qu'une notification lui soit adressée pour la prévenir quand son agresseur sort de prison. Pour l'instant, Gérald Darmanin n'a pas indiqué si toutes les victimes seraient concernées par la mesure. Mais il a affirmé, je cite, qu'il est normal, si vous êtes victime de viol, que vous puissiez savoir quand la personne va sortir de prison. Le ministre a aussi annoncé ce mercredi qu'un nouveau site internet à destination des victimes sera lancé avant la fin de cette semaine. Ce système de notification est déjà en place dans certains États des États-Unis, en Finlande ou encore en Écosse. Et enfin, on finit par une bonne nouvelle, il y a 4 millions de fumeurs quotidiens en moins en France aujourd'hui qu'en 2014, a annoncé Santé publique France ce mercredi. Alors dans le détail, la proportion de fumeurs quotidiens parmi les 18-75 ans est passée de 28,6% en 2014 à 18,2% en 2024. C'est la première fois que le tabagisme en France recule depuis le Covid. À noter que les inégalités sociales en matière de tabagisme restent très fortes en France. Les fumeurs quotidiens sont 2 fois plus nombreux chez les ouvriers, 25,1%, que chez les cadres, 11,8%. Alors comparé à nos voisins, le tabagisme chez les plus de 15 ans en France est légèrement supérieur à la moyenne européenne, selon l'Eurobaromètre 2023, un ensemble d'études menées par la Commission européenne. En tout cas, en France, le plan national de lutte contre le tabac 2023-2027 vise à créer la première génération sans tabac d'ici 2032. Pour atteindre cet objectif, des mesures comme l'interdiction de fumer dans des lieux publics extérieurs, l'augmentation des prix du tabac ou encore le contrôle de nouveaux produits ont été mis en place. À noter que le tabac reste toujours la première cause de mortalité évitable dans le pays. Il tue 75 000 personnes par an, ce qui représente 13% des décès. Merci Léa pour ces actualités et merci à vous d'avoir suivi ce format. Je vous rappelle qu'il est également disponible en version newsletter, donc à l'écrit. C'est totalement gratuit, vous pouvez vous inscrire et vous recevez tous les jours la newsletter à 18h. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.